Donc déjà, on est très honoré d'être présent dans ces cours publics organisés par la Cité de l'Architecture et du Patrimoine sur ce thème patrimoine et durable, si je simplifie. Alors précisément, on n'est spécialiste ni du patrimoine ni du durable, mais c'est peut-être pour ça qu'on est invité. Donc on va en parler en creux et du patrimoine et du durable, parce que probablement que dans notre travail, ces thématiques-là, patrimoniales, et celles du durable, sont des thématiques en réalité extrêmement ancrées dans notre façon de travailler, que ce soit par le projet ou dans la recherche. Et donc il y avait évidemment un titre, il fallait donner un titre à cette conférence, ou contribution en tout cas à ce débat. Donc c'est Soleil, Espace, Art, en faisant référence à ce que vous avez raconté de Le Corbusier. Et on a rajouté l'architecture moderne, une question de climat, parce qu'il nous semble que, en tout cas moi, quand je mets patrimoine et durable ensemble, ça me ramène un peu à une question de permanence. C'est-à-dire la question patrimoniale et la question du soutenable ou du durable dans le temps, ça me parle de permanence. Et quand on parle de permanence, ça me renvoie plutôt à des images comme celle-ci, sur laquelle je reviendrai, qu'une maison dessinée par Rudowski en Italie, sur une île à côté de Naples, dans la baie de Naples, à Procida, qui montre assez bien cette modernité qui est celle de rapprocher l'espace domestique de la nature, de trouver un lien organique entre l'habité et ici le jardin. Et évidemment, pourquoi on prend cette image? Parce que quand on parle de climat, l'autre thématique qui nous vient très rapidement, que je lis aussi à la modernité, c'est la Méditerranée. Et le climat méditerranéen, vous savez, c'est ce climat que tout le monde cherche, qui est ce climat tempéré, agréable, où on fait cette hypothèse, en tout cas, où pour nous, enfin en tout cas, moi je dis que la Méditerranée a toujours été, n'a jamais cessé d'être un projet, c'était dans le petit texte d'introduction de cette conférence, ne le cessera jamais, à tel point que probablement la Méditerranée a surpassé le projet moderne et elle en est probablement le point d'origine et le lieu de son dépassement. Donc on a voulu un peu introduire cette question de patrimoine durable, donc permanence, donc la Méditerranée, en parlant de cette climatologie qu'est la Méditerranée, qui est une climatologie probablement propice à l'émergence un peu de cette modernité. Donc là, vous voyez une belle carte qui date de 1375, où vous pouvez probablement reconnaître la botte italienne, les îles de la Sicile notamment. Et puis vous voyez toutes les routes maritimes, toutes les connexions. Voilà, ça exprime un peu cette intensité qu'a eu la Méditerranée, qu'elle a encore aujourd'hui un peu plus dramatique, mais je pense que ça, voilà, la Méditerranée, elle se comprend dans un temps plutôt long. Une autre image d'un artiste, ici Luigi Gheri, qui pour nous parle un peu d'une certaine façon de ce climat méditerranéen. Donc vous le voyez aussi sur la carte qui est juste à côté, peut-être que c'est pas assez contrasté. Vous voyez en même temps la Méditerranée, mais ce climat méditerranéen, beaucoup d'autres régions dans le monde le revendiquent, notamment au sud, où on retrouve un peu une climatologie semblable. Donc la Méditerranée a toujours été une sorte de... une vraie... elle a toujours intéressé l'imaginaire collectif, notamment par sa géographie, par son urbanisme, par l'architecture. Elle a été étudiée, beaucoup d'artistes, d'architectes, d'intellectuels, d'écrivains y ont fait cette espèce de pèlerinage dans la Méditerranée. Donc évidemment, Le Corbusier y a séjourné dans les années 1933. Vous voyez cette carte avec l'ensemble des parcours d'un certain nombre de personnes. Et notre hypothèse aussi, c'est que toutes ces personnes sont allées dans la Méditerranée, pas nécessairement que pour le climat agréable, mais aussi pour aller rechercher la modernité des temps. Flaubert,
Chateaubriand, mais aussi par exemple les Japonais, les métabolistes, les architectes métabolistes japonais, donc qui sont plutôt plus radicaux, qui ont fait un énorme tour de Méditerranée dans les années 70. On est sorti deux très beaux ouvrages, presque classiques, alors que les métabolistes, je ne sais pas si vous voyez ce qu'ils font, ils dessinent plutôt des bâtiments assez radicaux en béton, plutôt des grandes masses, des grandes formes, comme le théâtre ou la mairie de Tokyo, d'Edo, ou le musée d'Edo. Donc ils ont passé un long séjour en Méditerranée dans les années 70 et les livres, enfin ils ont laissé des documents qu'on peut regarder, sont très intéressants parce qu'ils sont presque classiques. C'est des relevés extrêmement précis de situations méditerranéennes. Et encore une fois, ils recherchaient dans ce territoire, dans ce climat, plutôt de quelle façon l'architecture était en capacité de dessiner le collectif ou dessiner le commun. Et je pense que la modernité, ça a toujours été cette quête, à travers l'architecture, de construire le commun, de construire le collectif, de construire l'espace public par l'architecture. Et probablement que dans cette Méditerranée, dans ce territoire-là, très spécifique, que l'on connaît, on peut y trouver un certain nombre de choses. Un autre projet, encore une fois, de la Méditerranée, donc ça c'est un projet qui s'appelle Atlantropa, qui a été imaginé en 1928 par un ingénieur allemand qui à l'époque avait des théories un peu étranges, mais qui disait que l'Europe devait absolument trouver une alliance stratégique avec l'Afrique, sinon l'Europe disparaîtrait de la carte géopolitique parce que l'Asie était en train d'émerger, évidemment le continent américain émergeait. Et donc il a développé un projet extrêmement sérieux. Donc là je vous montre qu'une carte, mais il y a un énorme ouvrage qui montre l'ensemble de ce projet où de nombreux architectes, y compris des architectes réputés de l'époque, ont participé, comme Behrens par exemple. Et l'hypothèse de ce projet, c'était de construire des ponts, des vraies connexions entre l'Europe et l'Afrique. Donc évidemment un côté marocain, Maroc, Espagne vers Gibraltar, et un second qui connectait la botte italienne, la Sicile et la Tunisie, avec donc deux grosses connexions. Il avait aussi l'idée d'assécher en partie la Méditerranée. Donc ce que vous voyez en vert sur les bords de la Méditerranée, c'est des terrains conquis donc sur la mer, qui en même temps permettaient de développer des centaines de milliers d'hectares de développement, de redévelopper une ville totalement nouvelle, moderne, autour de ces infrastructures et qui devenait un peu cette espèce de cœur, cette mare nostrum, comme on dit, notre mer, qui devenait un peu le cœur de ce nouveau continent que ce monsieur avait nommé, Hermann Sorgel, qu'il avait nommé Atlantropa. Donc tout ça pour dire que la Méditerranée a toujours été le lieu, en tout cas, de projets modernes, de projets conquérants, même si aujourd'hui, tantôt, on a l'impression que c'est plutôt paisible, cette Méditerranée, mais j'ai la certitude qu'il y a une sorte d'agitation invisible, permanente, qui toujours tente de reconstruire ce projet moderne. Alors évidemment, quand on parle de la Méditerranée, on ne peut pas ne pas citer Fernand Braudel, qui en a probablement été le plus grand défenseur. Je vais peut-être lire le texte qui est très simple. Qu'est-ce que la Méditerranée? 1000 choses à la fois. Non pas un paysage, mais d'innombrables paysages. Non pas une mer, mais une succession de mers. Non pas une civilisation, mais des civilisations entassées les unes sur les autres. Voyager en Méditerranée, c'est trouver le monde romain au Liban, la préhistoire en Sardaigne, les villes grecques en Sicile, la présence arabe en Espagne, l'islam turc en Yougoslavie. C'est plonger au plus profond des siècles, jusqu'aux constructions mégalithiques de Malte ou jusqu'aux pyramides d'Égypte. C'est rencontrer de très vieilles choses, encore vivantes, qui côtoient l'ultra-moderne, à côté de Venise, faussement immobile, la lourde agglomération industrielle de Mestre, à côté de la barque du pêcheur, qui est encore celle d'Ulysse, le chalutier dévastateur des fonds marins, ou les énormes pétrolières, c'est tout à la fois s'immerger dans l'archaïsme des mondes insulaires et s'étonner devant l'extrême jeunesse de très vieilles villes ouvertes à tous les vents de la culture et des profits qui, depuis des siècles, surveillent et mangent la mer. J'aime beaucoup ce texte qui montre un peu
pas schizophrénie, mais cette espèce de tension entre une histoire longue et une sorte d'actualité ou un présent très puissant, très fort. Et pour moi, si je reviens encore à cette notion, à la question que vous nous posez ce soir, qui est celle du patrimoine et du durable, je la retrouve très exactement dans cette citation, dans cette longue histoire, de cette permanence du temps, et en même temps une actualité du présent qui peut se concrétiser ici en Méditerranée. Ici, une autre carte, mais inversée. Donc vous avez l'Afrique plutôt en haut de l'image, donc aussi assez intéressant, parce que vous voyez là-bas l'Europe plutôt qui est en bas de l'image, donc le nord est au sud et le sud est au nord, qui date de 1459. Donc encore une fois, vous voyez un peu ce climat méditerranéen, cette grande mer qui dessine un territoire très important. Là, je vais sauter très rapidement un bâtiment de Fernand Pouillon, qu'il a appelé Climat de France, donc qui est plutôt sur la carte d'avant, en haut de la carte, donc à Alger, construit entre 54 et 57. C'est probablement un des plus beaux projets de Fernand Pouillon, un des plus célèbres. C'est de l'habitat collectif, c'est même exclusivement de l'habitat collectif. Et pourquoi on le montre? Parce que je pense que ce bâtiment, cet ensemble de bâtiments a une inscription assez incroyable dans la géographie. Vous le voyez très bien dans cette image. Il est en balcon dans la mer, il est sur les hauteurs d'Alger. Là, vous voyez peut-être juste en détail comment fonctionne ce bâtiment. Donc, il y a un ensemble central qui est cette grande cour, dont évidemment on reconnaît la référence. Donc là, la référence, c'est évidemment le Palais Royal. C'est quasiment de la même taille que le Palais Royal. Donc encore une fois, là, on voit bien que quand on parle de modernité, ça nous renvoie à des objets très anciens, et on est un peu toujours dans cette tension entre une histoire longue et puis une manière de réactualiser autrement, en changeant la trajectoire, comme on a dû l'écrire il y a quelques années. Et là, vous voyez le plan de cette grande cour, donc un sublime plan avec toute une série de plus de 4000 poteaux qui viennent cerner cette grande cour et qui dessinent cet ensemble de logements, donc du pur moderne, mais qui en même temps, dans sa modernité, réinterprète énormément de langage classique, la colonnade, le passage couvert. Vous voyez ici des images qui donnent des sortes de transparence étroites, mais tout en hauteur, qui donnent la perspective sur la mer. Vous voyez de l'autre côté plutôt cette colonnade qui dessert l'ensemble des logements, ou encore des terrasses. Donc évidemment, certaines des photos sont récentes. Aujourd'hui, cet énorme patrimoine moderne c'est quasiment du logement social, entre guillemets, une sorte de grand ensemble à Alger, donc qui est très populaire, donc très dégradé, mais qui garde son énorme puissance. Donc juste pour introduire un peu tout ce travail un peu sur l'architecture moderne, on voulait faire un détour évidemment par la Méditerranée, et on voulait vous montrer un travail qu'on a mené c'était en 2014, donc c'était il y a 2 ans, à la précédente Biennale d'architecture de Venise, dont Rem Koolhaas était le curator, et il avait proposé plusieurs thématiques, dont une était Monde d'Italia, donc un thème très spécifique à l'Italie. On a été invité pour présenter quelque chose, donc on a proposé de travailler sur les îles italiennes, c'est pour ça que ça s'appelle 152 Méditerranéens. Donc à partir des îles italiennes, essayer de comprendre, partir des îles italiennes, donc de la mer en réalité. Les îles italiennes, il y en a un peu plus de 152, mais c'est celles qu'on a pu classer et lister, et d'essayer de comprendre à partir de la lecture de ces 152 îles, de quelle manière la Méditerranée était encore ce projet moderne et comment elle incarnait une forme de modernité. Donc là, c'est des documents. Donc là, vous voyez un fragment d'une carte qu'on a proposée. Vous voyez
le canal de Sicile, vous voyez toutes les îles qui sont classées plutôt par taille. Et puis vous voyez, comment ? Et puis par éloignement du continent. Et puis là, vous voyez de quelle façon on a installé cette recherche. Donc c'était une sorte de long parchemin qui faisait 40 mètres, sur lequel s'écrivait toute l'histoire des îles italiennes et de quelle façon, en les lisant, en faisant une lecture précise, on pouvait d'une autre manière décrire l'Italie, mais aussi décrire la Méditerranée et décrire ou anticiper le projet moderne méditerranéen. Voilà, c'était une grande table en béton qui était posée dans Agagendre, qui est cet endroit sublime. Quand on fait la biennale, souvent en été, il fait très chaud, et quand on arrive à cet endroit, c'est le seul endroit où on peut se poser à l'ombre, au frais. Donc voilà, cette table elle était là, elle était quasiment au bout de la promenade de Monte d'Italia, et elle venait clore cette séquence. Et donc je vais vous montrer certaines planches, pas toutes, parce que ce serait trop long, mais certaines planches qui parlent justement d'architecture et qui parlent notamment de modernité. Donc par exemple, ce qui est écrit là-bas, Collective Architecture, ça c'est un dessin notamment des métabolistes, enfin qu'on a repris, qu'on a redessiné, japonais qui sont allés sur cette île de Procida et qui sont allés voir ce quartier dont le nom m'échappe, je peux vous le dire. Je ne sais plus, je ne le retrouve pas, mais ce quartier qui est au bord de l'eau, qui est un quartier de pêcheurs, qui est éminemment intéressant. C'est la petite image que vous voyez en bas, parce qu'il dessine une réelle articulation entre la rue et l'espace domestique. On peut le deviner, c'est des maisons un peu accumulées, on voit tous les systèmes d'escalier dans le dessin en gris, qui tout d'un coup dessinent un peu cette articulation entre un espace domestique, l'espace de vie, de ces pêcheurs qui habitaient ce quartier, et puis la rue, qui était la rue aussi, qui était au bord de l'eau, qui était l'espace public par excellence. Et ce qui a intéressé ces architectes venus de très loin, donc du Japon, c'était de quelle façon la rencontre entre l'espace domestique et l'espace public dessinait d'une certaine manière la modernité de cet espace. L'image qui est à côté, donc que vous avez vue en introduction, celle-ci. Attends, on m'a dit que je pouvais prendre un laser. Tac. Ça marche ? Ah oui. Donc c'est toujours ce projet qu'on appelle Outdoor Room, qui est un projet de Bernard Rudowski, qui a passé beaucoup de temps en Méditerranée, et il est tombé évidemment, comme beaucoup de gens, amoureux de ce territoire. Il a développé, à partir du climat, de la compréhension du climat, de la géographie méditerranéenne, il a développé ce projet de maison que vous voyez ici, qu'il a appelé Outdoor Room, donc une sorte de chambre pour vivre à l'extérieur, qui établit une connexion avec la nature, toujours cette connexion entre l'espace domestique et la nature, et qu'on peut percevoir sur cette image au moins de 3 façons. Déjà, il y a le mur extérieur en briques que vous voyez là, qui vient clore une sorte de paysage un peu idyllique. Ensuite, il y a la maison elle-même avec le patio qui s'organise autour d'un arbre. Et ensuite, la maison qui est connectée par juste un ruban minéral et qui offre cette maison qui est proche avec des animaux qui sont là, des plantes, enfin la nature presque dans son aspect le plus sauvage. Et voilà, quand on a trouvé cette image, ce projet qui n'a jamais été construit, malheureusement, pour moi, c'est un peu presque on a l'impression, en tout cas la sensation, que c'est la genèse un peu de cette modernité, de cette architecture de tours et de bars qui naît dans ce climat particulier qu'est la Méditerranée. Autre élément, comme ça je vais vous montrer comme ça des situations qui étaient pour nous des situations très importantes et très intéressantes, même si elles étaient anciennes. Elles exprimaient encore une fois cette grande modernité. Donc là, on est à Ponza, une autre île, pas loin aussi du golfe de Naples. Et là, on parle plutôt du bâtiment port que vous voyez dans cette gravure en haut de l'image, qui est, encore une fois, presque un bâtiment infrastructure. C'est-à-dire que le port est un bâtiment en soi, mais c'est aussi un port, c'est aussi un espace public, c'est aussi une machine
c'est aussi une infrastructure. Et encore une fois, là, c'est aussi une inscription dans une géographie. Et ça montre jusqu'à quel point ce bâtiment qui date de plusieurs siècles est d'une très grande modernité et a pu servir de modèle pour beaucoup d'architectes, d'urbanistes qui sont passés par là. Autre exemple intéressant, c'est Capri. Donc Capri, donc là on a dit île futuriste, parce qu'à un moment donné, Capri est devenu aussi le repère de beaucoup d'artistes, d'intellectuels, d'architectes européens qui allaient séjourner, se mettre en retraite ou en retrait un peu du centre de l'Europe. Et dans ce même temps, s'est développée toute une architecture, et là on a repéré toute une série de maisons qui ont été construites entre les années 20 jusqu'aux années 60, dont la plupart sont des maisons organisées autour de patios, toujours avec cette idée de patio, toujours cette idée, donc rappelez-vous de l'image de Rudowski, ce patio avec cet arbre qui permet de trouver cette connexion entre intériorité et extériorité. Et là encore, on peut presque voir émerger dans cette île lointaine, plutôt romantique, comme ça, quelques architectures pas très connues, pas nécessairement très connues, mais pionnières un peu de la modernité dont on parle partout en Europe. Et puis évidemment, dans cette même Capri, tout le monde connaît la villa Malaparte, voilà, qui a... Alors là, on est plutôt, c'est la retraite, c'est le retrait de la vie, c'est cette maison incroyable avec vraiment son inscription. Bon, tout le monde a vu le mépris, voilà. Donc là, les images que vous voyez, c'est juste des images extraites du film. Donc là, il y a une vraie installation typiquement moderne et qui vient installer dans cette géographie un moment de patrimoine. Autre exemple, Stromboli. Donc là, on est sur une île volcanique. Peut-être certains d'entre vous sont allés à Stromboli. Donc c'est un petit voyage en Méditerranée. Donc agréable, ça donne envie d'aller un peu faire un tour en Italie. Mais Stromboli, par exemple, a été aussi, pour de nombreux architectes, un vrai territoire de référence. Parce que toutes les maisons... Donc Stromboli, c'est une île volcanique noire, que de la pierre noire. Et toutes les maisons sur Stromboli sont des maisons relativement simples, basiques, c'est des cubes blancs. Donc même historiquement, c'est-à-dire que de façon ancestrale, c'était des cubes blancs qui étaient enduits en blanc, donc des cubes. Donc quand on était pauvre, on n'en avait qu'un. Quand on avait un peu plus d'argent, on construisait le deuxième. Quand la famille s'agrandissait, on en empilait 4, on pouvait les superposer, etc. Donc encore une fois, on est dans typiquement l'invention de la modernité, du module, du blanc, de la lumière, du soleil, du rapport à la nature, etc. Autre exemple que j'aime beaucoup, c'est Lampedusa, malheureusement connu pour d'autres histoires, mais Lampedusa, c'est aussi la ville, c'est une grande trame au bord du port. Ce que vous voyez là, c'est juste la trame urbaine, donc en blanc, c'est les rues, voilà, qui traversent cette grande trame. Et ce que vous voyez en gris, ce sont des sortes de promontoires, comme une sorte de... C'est ce que vous voyez ici, là, sur les photos. Toutes les maisons, tous les îlots, autour des îlots, il y a des sortes de promontoires qui font sensiblement 1,50 m, 2 mètres, 4 mètres quand ils ont de la place, et qui sont encore une fois une sorte d'espace tampon qui dessine une relation entre l'espace intérieur des logements, l'espace vraiment public et l'espace de la rue, ou circulant, où passent les voitures, les vélos, les mobylettes, et cet espace-là qui crée un peu une sorte de tampon entre vraiment le domestique, le privé, l'extrêmement privé, et le public dans lequel les commerces, des fois, étalent leurs marchandises, ou les habitants... ils sont très denses, les îlots. Tout ce qui est au milieu de l'îlot, il y a très peu de trous. Donc les gens posent des pots de fleurs, plantes, etc. Donc dessine encore une fois une sorte de modernité et de rapport public-privé extrêmement intéressant. Là, on va un peu plus au sud, à Pantelleria. Donc là, on est au sud de la Sicile, donc on est presque plus proche. On est plutôt par là.
On est presque plus proche de la Tunisie que de la Sicile, mais c'est une petite île sicilienne qui s'appelle Pantelleria. Et à Pantelleria, il y a une vraie architecture climatique, encore une fois ancestrale, qui a été... c'est plutôt les Arabes qui ont beaucoup occupé cette île dans les temps anciens, qui ont installé là ce qu'on appelle des jardins arabes. Les Italiens disent giardino arabico, qui sont des murs en pierre que vous voyez là. C'est très souvent, on ne voit pas les dessins en noir et blanc, qui sont très souvent des cylindres, des ronds, ou des fois c'est ou des octogones en pierre. C'est une île très ventée, extrêmement ventée, donc pas beaucoup de choses. Enfin, on ne peut pas faire pousser le vent arrache beaucoup de choses. Donc la nature, elle est prise entre quatre murs. Et très souvent, dans ces giardino arabico, on trouve évidemment les agrumes, citrons, orangers, qui sont des arbres extrêmement respectés par les pantesques. Donc là, quand je dis architecture climatique, donc on s'abrite du vent, on prend le soleil, ils sont positionnés très précisément, ils sont positionnés à des endroits où ils peuvent récupérer de l'eau, un peu humide, donc il y a très peu d'eau évidemment, vous pouvez imaginer qu'il ne pleut pas beaucoup. Donc voilà, un vrai dispositif durable qui permet de rendre des territoires hostiles à la vie vivable, agréable. Autre élément extrêmement moderne qu'on trouve à Pantelleria, ce sont des grands hangars qui ont servi à Mussolini pour cacher ses avions, qui ont été dessinés par Nervi. Donc là encore, quand on va à Pantelleria, c'est une île extrêmement volcanique, encore une fois, assez noire, où la nature est présente. Donc on est plutôt dans un rapport plutôt presque historique. On a l'impression qu'on est très loin du monde. Mais sous cette montagne, en réalité, il y a ces énormes volumes sublimes, dessinés par Nervi, construits par Nervi, qui servent encore aujourd'hui, parce que Pantelleria est restée une base de l'OTAN. Et donc elle abrite jusqu'à aujourd'hui des avions et notamment militaires. Donc là je saute. Donc c'était juste pour vous dire que nous on pense que cette modernité elle a une sorte de territoire de prédilection, c'est la Méditerranée, de par son climat, et que la question du moderne c'est aussi une question de climat. Probablement que la modernité a trouvé un autre endroit dans le monde où elle a pu pas s'émanciper, mais s'épanouir. C'est au Brésil. Donc là, vous voyez une maison de Lina Bobardi, très belle maison, qui s'appelle Casa de Vidro, qui est à Sao Paulo, qui a été construite dans les années 50, en 51. Donc toujours cette maison autour d'un patio, dans le patio un arbre, qui est un peu toujours cet élément de nature qui vient un peu ancrer cet espace qui est entre le très privé et le domestique. Sauf qu'au Brésil, on est dans les tropiques, il fait chaud toute l'année. Donc cette modernité, elle s'élève, elle se met sur pilotis et dessine un autre rapport au paysage qu'on voit très bien sur cette image. Alors évidemment, on le retrouve aussi à Sao Paulo, à Brasilia, pardon, dans les super quadras du Costa, dans la ville nouvelle de Brasilia, où on retrouve ce même dispositif, donc là plutôt de grandes barres, très très bien dessinées, mais toutes un peu soulevées du sol, qui laissent passer la nature, où la nature, les arbres, le végétal, traverse un peu cette structure habitée, ou habitante, extrêmement dense, et dessine une autre forme de qualité, qui évidemment, dans le climat brésilien des tropical, fonctionne assez bien. Un troisième exemple au Brésil, qui est évidemment un autre bâtiment de Lina Bobardi, mais là qui n'est pas du logement, qui est le MASP, qui est le musée d'art de Sao Paulo, construit en 68, où là encore on retrouve un peu cette puissance un peu du bâtiment qui se soulève du sol, mais qui là dessine une sorte de relation à la métropole, qu'est Sao Paulo,
qu'il l'était déjà. Donc là, on est sur la Paulista, qui est cette rue, qui est un peu les Champs-Élysées de Sao Paulo, qui est vraiment, elle dessine vraiment la limite entre deux bassins, deux versants. Donc c'est la rue la plus haute dans la ville. Et donc il y a ce bâtiment, ce musée qui vient se poser au-dessus de l'espace public, permettant de dégager une très vaste place, mais qui donne à voir toute l'étendue de la ville. Donc la modernité, c'est aussi un rapport, comme ça, à la grande échelle, à la géographie. Mais quand je montre tout ça, je pense que ce que l'on voit et qui est un peu, d'une certaine manière, un peu immanent, redondant à travers toutes les images qu'on a pu regarder, c'est le fait que la question du rapport du public au privé, ou le rapport de l'architecture à l'espace public est fondamental dans cette architecture moderne ou dans cette production de l'espace moderne. Bonsoir. Donc, après les balades de Jamel, moi j'arrive à Pantin, donc c'est sûrement moins exotique. Sur un projet qu'on mène depuis fin 2001, une étude de définition qu'on a co-gagnée en 2002. Donc c'est un projet voilà, qui depuis n'a cessé d'occuper aussi l'agence. Puisque ce projet met en œuvre toute la transformation des courtilières. Et évidemment, on est quand même sur des transformations qui prennent du temps. Et logiquement, on devrait, en gros, terminer notre mission dans 2 ans, en 2018. Donc, il y a... Donc 15 ans. Ouais, donc 15 ans de travail. Et en fait, alors, bon, moi, je vais être moins détachée parce que je suis encore, j'étais encore en réunion de chantier ce matin, donc je suis plus dans, peut-être un petit peu, plus la tête dedans. Donc, les courtilières à Pantin, c'est un grand ensemble qui a été construit par Ayo aussi à partir des années 50. Et ce qui est intéressant à travers ce qu'on a essayé de vous montrer, c'est aussi que quasiment on a vu que des architectures des années 50, donc on est bien dans à nouveau cette écriture moderne, mais voilà, resituée dans le contexte de la reconstruction en France, donc contexte qui a donc développé du logement en masse. Et les courtilières ont quand même une place tout à fait à part dans cette logique des tours et des bars, parce que Émile Ayo était peut-être un des rares à introduire vraiment la courbe dans la structure de ces modules. Donc le Serpentin est composé de modules et vient enserrer le grand parc des Courtilières sur plus d'1 kilomètre de bâtiments. Et puis ensuite, il a construit ce qui s'appelle les tripodes, qui sont toutes les tours qui sont autour du grand ensemble. On va en voir quelques images aussi au moment de sa construction. Donc ça, c'est une photo prise par Maclean, donc celle-ci en 2010, donc qui était venue pour travailler pour la Défense, faire des photos depuis le ciel à la Défense, et il a fait une mission aussi donc pour le ministère de la Culture, une grande mission photographique sur tous les grands ensembles, notamment en région parisienne. Ici, une autre image d'Emmanuel Pinard, qui est un très grand photographe et qui a saisi les courtilières lors d'un travail sur de nombreux architectes, on va dire en gros de notre génération ou un petit peu plus vieux que nous. Et il avait essayé de saisir chaque projet d'architecte à travers une seule photo. Donc cette photo, elle nous touche beaucoup parce qu'en fait, elle exprime vraiment ce qui nous intéresse, nous, aux courtilières. C'est à la fois
Quand on voit la photo vue du ciel, on a l'impression que ça peut être une sorte d'énorme bâtiment, donc plus d'1 kilomètre de long. Mais en même temps, là, on n'en a toujours que des visions très fragmentées grâce à ces ondulations. Et en même temps, c'est vraiment un projet qui s'inscrit dans un territoire et qui arrive en permanence à articuler architecture et paysage. Parce que Ayo a pas non seulement... à la fois, il y a une intention très particulière à l'architecture, mais il a aussi voulu constituer tout le paysage. Donc là, c'est vraiment une image qui est intéressante parce qu'elle montre vraiment au moment du chantier où on a vraiment que l'architecture, on va dire, ça peut pas être plus brutal. Tout ça dans un territoire quand même encore très très peu urbanisé. On est à 2 pas du fort d'Aubervilliers, face au grand cimetière de Pantin. Il y a le bâtiment de l'Illustration que vous pouvez peut-être voir là, ici, qui est un bâtiment des années 30, très beau, avec sa grande horloge. Et ensuite, cette image un petit peu plus loin dans le chantier, où on voit qu'il commence à modeler le parc. Et maintenant, ce bâtiment est classé à l'inventaire et même justement ce qu'ont repéré aussi les architectes des monuments historiques quand ils sont venus réexpertiser au moment de la transformation de toute cette grande réhabilitation et notamment la grande réhabilitation du Serpentin, c'était aussi de bien noter le fait que tout le modelé faisait vraiment partie du dispositif architectural et qu'il était pas question pour le paysagiste qui a en charge le parc, qui n'est pas nous, hein, de respecter tout le modelé du parc. Donc le plan on va dire globalement tel qu'il est dessiné par Ayo, et globalement, nous, quand on a commencé à travailler sur le quartier au début des années 2000, lors de l'étude de définition, la question qu'on nous pose, c'est on est en pleine période où les conditions de subvention, de réhabilitation et de transformation des grands ensembles est conditionnées par la démolition. C'est-à-dire, s'il n'y a pas de démolition, il n'y a pas de subvention. Donc, on était tenu de dire ce qu'il fallait démolir. Ce qui nous embêtait terriblement parce que a priori on n'avait pas du tout envie de toucher à ce Serpentin qu'on trouvait extraordinaire en l'état, mais en même temps comme il fallait absolument faire quelque chose et démolir sinon voilà toute la possible transformation, parce que bon, c'est quand même beaucoup de moyens tombaient à l'eau. Donc on a du coup proposé de plutôt travailler sur la partie que vous voyez là qui s'appelait la place du marché, puisque elle était à l'articulation des deux communes de Bobigny et Pantin, et que quand on allait précisément ici, on savait vraiment plus du tout où on était. Donc ce qu'on a proposé du coup, c'est de voir comment finalement le grand ensemble n'était pas isolé par rapport à Pantin, mais il fallait qu'il retravaille toute son articulation à travers ce qu'on a appelé le grand quadrilatère, c'est-à-dire qu'il retrouve lui-même aussi son échelle territoriale. Et que c'est grâce à ce grand maillage territorial qui pourrait se réinscrire dans une nouvelle dynamique, dans un nouveau processus de mutation. Et finalement, ce qui s'est passé, c'est que en rectifiant juste une petite portion de rue, on a redonné une lisibilité globale à l'ensemble qui est pas l'objet de ce dessin, mais qui a redonné une toute autre dynamique à tout ce quartier. Bobigny, qui est toujours la commune voisine, qui elle a été sur une programmation d'arrière, parce qu'en fait ici vous avez tout un grand axe commercial à support du T1, du tramway, et juste là, donc on était aux confins des communes de Pantin, aux confins des communes de Bobigny, donc les programmes prévus, on était vraiment sur
l'arrière-cour des zones d'activité. Et en fait, du coup, Bobigny a complètement changé sa programmation. Le bâtiment d'illustration est devenu l'université de Paris 13, enfin un des lieux de Paris 13. Et ensuite, la ZAC dite de la Vache-Chalaise s'est complètement transformée en logement étudiant, école, et donc tout le quartier a pu complètement s'imbriquer. Et donc la transformation des Courtilières, c'est pas simplement une réhabilitation d'un bâtiment, c'est tout un quartier qui évolue dans une nouvelle programmation, dans une nouvelle dynamique qui maintenant va même aussi accueillir aussi un jour une station du Grand Paris à 2 pas là du métro. Il y a une des stations du Grand Paris qui va arriver ici. De toute façon, ce territoire est déjà très très bien desservi parce qu'il est sur la ligne 7 du métro en face de Fort d'Aubervilliers. Donc ça, tout ce potentiel-là, on le connaissait, on le savait, mais voilà à quel point à un moment, finalement, en pas tant de temps que ça, puisque finalement 12 ans pour redynamiser tout un quartier, le transformer, c'est finalement relativement court. Donc là, ce sont des vieux schémas qu'on a retrouvés donc de l'étude de définition où nous, voilà, notre postulat était vraiment de garder le Serpentin dans sa globalité, de travailler, c'est ce qu'on voit à travers le petit dessin au milieu, plutôt toutes les connexions et tout ce grand maillage à grande échelle. Et comment et le dernier élément pour nous, c'était les enjeux de polarité, de comment on reconstitue des micros ou des plus grandes centralités. Donc là, d'ailleurs, Paris 13 qui est comme une grosse polarité, puis il y a des choses qui aussi peuvent être beaucoup plus petites, mais qui amènent toute la dynamique qu'on voulait notamment glisser aussi au pied du Serpentin. Donc là, bon voilà, c'est très technique comme plan, mais bon voilà, c'est le dernier schéma directeur de 2014. Donc quasiment chaque année, il y avait une mise à jour du plan pour travailler aux différentes transformations et à la densification du quartier, à la reconduction d'une nouvelle centralité également. Bon, je pense que je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est quand même assez... voilà, je vais me perdre sinon. Je voulais juste parler un petit moment quand même de comment le Serpentin finalement s'est transformé. Donc nous, on a été lauréat sur la partie tout ce qui était espace public hors parc et hors résidentialisation du Serpentin. Et c'est Renaud et Vigneault qui ont gagné la réhabilitation du Serpentin. Pruvot, qui était associé à Pruvot, qui lui, paysagiste, s'occupe du parc des Courtilières. Et il y a eu un moratoire qui a été à un moment lancé sur ce projet parce que les historiens se sont inquiétés de la transformation... Pardon ? Non, en fait, logiquement, il aurait dû y avoir qu'un seul lauréat, mais ils n'ont pas su se prononcer. Le comité c'était... Vas-y, tu vas dire un mot. Si tu veux. Non, en réalité, nous, on n'a pas démoli dans le Serpentin. Et on n'a pas voulu résidentialiser. Pour ceux qui... Peut-être tout le monde sait ce que c'est que résidentialiser. Résidentialiser, c'est de mettre des clôtures partout autour des bâtiments, donc fermer les bâtiments. Donc nous, on a refusé de démolir et de résidentialiser. Et le maire, qui est encore maire d'ailleurs, de l'époque, mais qui est encore maire aujourd'hui... Qui venait de commencer son premier mandat. C'était son premier mandat. Il voulait absolument résidentialiser, parce qu'à l'époque, c'était très à la mode de mettre... donc nous, on lui disait, on ne va pas mettre 2 kilomètres de clôture autour d'un bâtiment incroyable. Donc nous, on a refusé de chaque côté. De chaque côté, évidemment. Donc c'est pour ça que, du coup, au lieu de prendre un lauréat, ils en ont pris 2, parce que la deuxième équipe, évidemment, avait coupé le bâtiment et résidentialisé. Donc l'autre équipe a eu la réhabilitation du Serpentin, parce qu'elle correspondait aux attentes et aux vœux du maire. Et nous, je pense que tout le jury nous a plutôt défendus, mais le maire a fait passer cette... C'était les attentes du maire ou de l'ANRU ? C'est pas l'ANRU. C'est pas
Ça n'existait pas à l'époque encore. On était encore au GPV. C'était grand projet de ville. C'est pour ça d'ailleurs que Bobigny était aussi partie prenante dans le projet, puisqu'il faisait partie du comité du grand projet de ville et du comité, je sais plus, suivi ou politique, qui actait les lauréats. Et c'est pour ça aussi que du coup Bobigny s'est saisi très vite du projet, puisqu'ils étaient partie prenante au début. Et quand il y a eu l'ANRU, en fait, c'est là où il y a eu un repli plutôt avec à nouveau c'est repassé vraiment que dans le giron municipal. Donc là à nouveau le moment où on peut faire la rue en fait c'est quand c'est encore le GPV où on refait cette petite connexion de rue qui vient vraiment dénouer les fils entre Bobigny et Pantin. Et après, avec l'ANRU, à nouveau, c'est vraiment la logique communale qui s'applique plus. Et donc, à un moment, le projet s'est arrêté parce que les monuments historiques, voyant ce qu'avaient proposé Renaud et Vigneault à l'époque, qui était un bardage en terre cuite, avec à chaque niveau d'étage du serpentin une sorte de petite poutrelle métallique. Donc, en gros, le serpentin aurait été complètement dénaturé, plus coupé à certains endroits. Et donc, la commission s'est donc réunie, et puis ça a arrêté le projet pendant plusieurs années. Et ensuite, on a retravaillé à travers des ateliers, et ils ont travailler à déplacer des démolitions pour les placer de manière plus judicieuse pour que, alors là je vais passer à l'image d'après, on le voit un petit peu, c'est-à-dire que les démolitions, donc ça c'est l'avenue des Courtilières, donc là il y avait déjà Ayot lui-même avait fait couper son serpentin et sinon, à part l'avenue des Courtilières, le serpentin ici était fermé et il s'ouvrait, le fil qui se tirait arrivait vers le bâtiment de l'Illustration. Et donc, finalement, il y a eu donc 7 percées et 7 percées qui ont été confirmées, mais qui ont été déplacées pour qu'il y ait la continuité de la courbe. Parce que dans le projet de Renaud et Vigneault au départ, les démolitions étaient faites d'une telle manière que tout d'un coup, les courbes s'ouvraient. Donc ça faisait beaucoup plus rupture dans la continuité des formes. Donc il a coupé ici, et puis là, c'est le maire qui a voulu à un moment rajouter quand même une petite démolition pour élargir au niveau de l'avenue des Courtilières pour donner une meilleure visibilité aux équipements de la plaque de centralité. Et ensuite, il y a eu un travail de proposition des architectes des monuments historiques pour dire qu'il fallait retrouver plutôt des couleurs d'origine et travailler une meilleure colorimétrie. Et ils ont appelé un graphiste qui s'appelle Pierre Dicciello, qui a fait tout un travail de colorimétrie et notamment donc avec une pixelisation par cette mosaïque, un travail très fin et qui correspond effectivement beaucoup mieux à l'esprit du serpentin, l'esprit d'Ayot, avec ce jeu de colorimétrie qui globalement tourne autour du bleu et du rose, qui était déjà, nous, ce qu'on avait repéré comme manière de travailler. C'est pour ça que je vous ai montré la carte postale juste avant, où vraiment c'est le bleu et le rose qui dominaient dans les couleurs d'Ayot dans ce projet. Donc là, vous voyez un petit peu, ce serpentin relissé par ce dégradé des couleurs. Donc qui prend c'est un très beau travail. Voilà, je vous invite tous à aller aux Courtilières, c'est quand même très très beau. Donc nous, on s'est attaché, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, plutôt aux grandes connexions territoriales, aux liaisons entre Bobigny et Pantin, à une nouvelle densification sur donc cette grande trame urbaine à l'échelle du Grand Quadrilatère pour travailler à une redensification nord du quartier.
et à travailler sur tous les espaces publics, donc la plaque de centralité, donc ce qu'on appelle la plaque de centralité, c'est-à-dire cette espèce de grande surface publique, grande place publique qui accueille des commerces, un équipement de santé, et puis un futur équipement de l'autre côté, une ludothèque et une médiathèque qui est en concours actuellement. Les architectes travaillent et il y aura un jury très prochainement. Ici, il y a un gymnase qui s'est reconstruit avec donc des déplacements d'équipements, et à chaque fois qu'on a déplacé un équipement, ça a été densifié, surélevé en logement. Donc finalement, quand on parlait tout à l'heure de la programmation, donc que nous on voulait glisser notamment au pied du Serpentin pour le réactiver, non pas par une résidentialisation, mais par un positionnement fin de différents types de programmes. On a réussi à retravailler cette superposition programmatique à travers tous les nouveaux bâtiments qui se sont reconstruits autour du Serpentin. Et donc on travaille de manière, de manière très phasée et sur le temps à l'aménagement de ces espaces publics, un petit peu partout dans le quartier, là, des fonds d'Aubonne par exemple. On retravaille à l'implantation d'un petit équipement sportif. Donc c'est des actions comme ça très très ponctuelles et puis qui sont phasées. Par exemple, cette grande dite plaque de centralité, elle s'est construite et elle n'est pas encore totalement terminée, sur 5-6 ans, par différentes tranches. On a commencé par la partie devant les écoles, et puis là, la place, maintenant qui s'appelle la place François Mitterrand, et puis là, on est en train de finir cette partie-là. Donc, tout se fait de manière très, très progressive. Donc, il y a aussi l'enjeu donc, de travailler à des matériaux qui doivent bien vieillir, puisqu'on est tout le temps, et en même temps, qui doivent être discrets. L'idée, c'était vraiment aussi à la fois de renouveler pour que, à nouveau, que les espaces à nouveau fonctionnent, mais en même temps, de rester toujours dans une forme de discrétion pour qu'un espace qui n'est pas encore fait, à côté d'un espace qui vient d'être totalement transformé, voilà, il y a un enjeu de délicatesse et de douceur pour être à chaque fois dans des formes de continuité. On a énormément fait attention, même si on a replanté de nouveaux arbres, mais de toujours respecter chaque arbre qui était déjà là, parce que quand on voit notamment les anciennes photos dans cette espèce de désert, maintenant les arbres ont pris beaucoup d'ampleur et ça donne vraiment beaucoup de qualité à l'environnement de ce quartier. Le travail, on l'a fait aussi avec une graphiste qui était avec nous dès le début, c'était les petits schémas qu'on voyait dans le parc tout à l'heure, qui est quelqu'un qui travaille dans l'illustration, dans le dessin, aussi qui fait aussi de l'illustration pour enfants. Et on aimait bien aussi ce travail un petit peu ludique, un peu, peut-être même un peu naïf, mais qui collait pour nous assez bien avec l'esprit layette aussi, bleu et rose d'Ayo. Donc là, on voit aussi comment, alors évidemment, on n'est pas sous les tropiques, mais justement avec des jeux de pavés, de pierres bleuciers, de pavés éclatés. Ça prend la lumière assez joliment quand il fait beau, mais quand il pleut, c'est encore plus intéressant parce qu'il y a des différences et le motif apparaît encore plus. On a travaillé aussi à retravailler les entrées des équipements. On a travaillé donc notamment sur ce mur en béton, donc avec à chaque fois un travail sur les bleus, sur les motifs et sur des ponctuations. On a travaillé aussi à l'invention d'un petit mobilier qui maintenant fait partie du catalogue Escofet, qui est une marque très, très connue espagnole, qui fait les plus jolis mobiliers urbains. Et donc Escofet nous a rentré dans son catalogue cette année avec nos petites gouttes roses.
et nos étoiles, nos bancs étoiles, voilà. Donc qui viennent scander comme ça chaque partie du. Donc là aussi on voit comment les arbres, les grands tilleuls là qui sont entre les tripodes, voilà, se retrouvent. Voilà, des possibilités de venir jouer à la pétanque. Là, on est à la table de ping-pong qui était là dès les années 50, qu'on a laissé en place. Voilà, on travaille sur donc, le mobilier. Là, on est dans une autre partie qui s'appelle les fonds d'Aubonne, où au cœur du quartier, on a disposé 2 grands bancs, l'installation de différents terrains de sport. Voilà, là c'est une photo prise d'un iPhone il y a 2 jours, donc où on voit que finalement, voilà, ça y a il y a beaucoup de respect finalement, parce que comme on est sur quand même des quartiers pas forcément faciles, et finalement il y a globalement un respect du mobilier, et puisque maintenant on a quand même le recul des premiers chantiers qui datent de 2007-2008. Là, cette image d'Ayo à Nanterre qui, voilà, où en fait on l'a vu un peu après en fait cette image, mais où en fait on se rend compte sans faire du mimétisme, mais l'idée c'était un peu d'être dans cet esprit, voilà, de venir à la fois bien intégrer le projet, mais en même temps toujours assumer comment on se pose les choses. Voilà, je sais pas si je fais la suite. Bon, voilà. Donc là, je change de projet. Bon, comme on avait essayé de faire les bons élèves et de se glisser quand même dans le thème, donc on a retrouvé un projet qu'on aime bien, un projet qu'on a perdu pourtant, mais bon, voilà, ça, des projets, on en perd souvent. C'est une barre toute simple qui est construite à côté du périphérique, rue Bois-le-Prêtre, en face de la fameuse tour Bois-le-Prêtre qui a été réhabilitée par Lacaton et Vassal, et où l'exercice qui était posé était donc de venir retravailler en site occupé environ 80 logements et de venir construire une extension à cette barre à l'angle des rues. Et notre proposition, c'était de venir épaissir le bâtiment par une double peau qui venait réisoler l'ensemble de la barre et qui venait aussi assembler la partie nouvelle et la partie existante dans un seul et même bâtiment. La proposition, c'était de venir vraiment dilater au niveau des pièces de vie cette double peau pour donner des grands jardins d'hiver qui pouvaient s'ouvrir quasiment en totalité pour créer des grands balcons en été ou quand on voulait s'ouvrir. Et donc on voit un petit peu le travail en coupe, comment donc en venant retravailler une nouvelle peau, à la fois on redonnait donc à ce bâtiment une nouvelle vie en termes d'objectifs énergétiques, et en même temps, comment, pour nous, ce qui était essentiel, c'est que cette transformation technique s'associe avec évidemment une transformation d'usage pour redonner au logement une nouvelle durabilité et repartir dans un cycle long. Voilà, là c'est l'explication de la partie neuve et comment comment on pouvait, grâce à cette demande énergétique, venir complètement reconfigurer et trouver des usages nouveaux pour chacun des logements. Et je te laisse finir sur un projet. Juste pour finir, je vous montrerai un autre projet qui n'est pas construit non plus, mais c'était plutôt c'était un concours qui était lancé par Paris Habitat il y a quelques années, sur un site incroyable qui est la gare d'Auteuil,
Et comme on a parlé tout à l'heure de Climat de France, on avait donné un titre à ce projet, on l'avait appelé Climat d'Auteuil. Et en fait, quand vous regardez cette image, elle explique relativement bien de quelle façon on s'est installé. Donc vous voyez le bâtiment qui est là, proposé. Donc c'était un peu, d'une certaine façon, c'était pour un peu venir conclure, pour dire que on avait encore envie de construire des bars, mais des bars un peu bizarres. Vous voyez, c'est une sorte de bâtiment qui était relativement long, avec une forme un peu étrange, mais que cette forme était résultante de plusieurs choses. C'est plutôt un rapport à la géographie. C'est-à-dire que toute la forme que vous voyez ici était plutôt conséquence soit des rapports à des vues, soit à l'ensoleillement, soit à des points de vue extrêmement lointains. Donc, par exemple, il y avait des appartements qui pouvaient voir la Tour Eiffel, des appartements qui pouvaient voir l'hippodrome qui était de l'autre côté, des appartements qui étaient plein sud sur la place. Et ça dessinait cette forme un peu étrange, donc, qui regroupait donc 350 logements. Donc la moitié était sociaux et l'autre moitié libre. Mais 350 logements extrêmement différents qui dessinaient, donc contrairement à l'architecture moderne des grands ensembles tels qu'on les connaît, qui étaient plutôt répétitives. Donc on avait plutôt le chemin de grue et on répétait que des T3, que des T2, etc., qui étaient exactement tous les mêmes, quel que soit le rapport qu'ils avaient au paysage ou au soleil, etc. Là, c'était de quelle façon on pouvait réactualiser cette générosité moderne, mais tout en l'adaptant à des critères nouveaux qui sont qualité de vie, qualité d'usage, qualité de la vue, le rapport au lointain, le rapport, etc. Donc là, vous voyez le plan, et vous voyez chaque couleur exprime un rapport un peu différent. Donc il y avait les logements un peu bleus, les logements verts, les logements roses, les logements oranges, les jaunes, les oranges. Et en réalité, le bâtiment qui avait donc cette forme, qui allait chercher des vues, un rapport à la lumière, dessinait 7 types de logements. Donc coucher du soleil, les logements Tour Eiffel, les logements parc 1, 2, 3, avec 3 rapports au parc qui étaient différents. L'Est, un rapport comme Seaside, presque un front de mer. Et en fait, on a totalement paramétré ce bâtiment, ou construit, ou dessiné ce bâtiment à partir de ses qualités, et encore une fois, à partir de qualités entre intérieur et extérieur, qu'on a vu un peu, par exemple, dans la maison de Rudowski. Toujours, il y a ce rapport intérieur-extérieur qui conditionne d'une certaine manière l'architecture. Et pour chacune des images, les plans, je ne vais pas montrer tous les plans, mais je montre juste ça, des images qui, les façades, le rapport à l'extérieur était totalement conditionné par chacune de ces qualités. Donc, par exemple, les appartements qui avaient la vue Tour Eiffel avaient une très large baie qui donnait sur la Tour Eiffel, parce que c'était des logements libres. Donc, le futur développeur ou promoteur pouvait mettre sur sa plaquette de commercialisation très beau F5 vue Tour Eiffel dans le 16e. Donc, il y avait les parcs. Donc ceux-là, c'était ceux qui étaient plutôt bas dans l'immeuble. Donc il y avait une sorte de rapport au parc. Il y avait les parcs 2 qui étaient plutôt, pas tout à fait en haut, mais au milieu, mais qui construisaient plutôt un rapport ici à la fenêtre un peu particulier, où quasiment on pouvait organiser un lit pour la sieste sur le rebord de la fenêtre. Et puis évidemment les parcs 3 qui, eux, prenaient beaucoup plus de hauteur et avaient un rapport au parc plutôt au-dessus de la mêlée, comme on dit. Là, plutôt, c'était ceux qui étaient plein ouest, qui regardaient donc l'hippodrome, donc entre les deux bâtiments. Donc, il y avait encore une fois une grande baie à l'ouest et une sorte de salon qui s'ouvrait à l'ouest. Et puis les appartements qui étaient presque front de mer, donc qui étaient plutôt sur la place, qui donnaient à voir plutôt tout le bois de Boulogne, tout le lointain. Et puis là, c'est les deuxièmes fronts de mer qui regardent de l'autre côté. Donc tout ça pour dire qu'à un moment donné, cette modernité, elle peut s'adapter. Elle est encore actuelle, elle est encore vivante, mais il faut l'adapter à un ensemble de critères nouveaux, à un nouveau contexte, un contexte social évidemment, parce que les attentes des habitants, des citoyens ne sont plus les attentes d'il y a 50 ans. Si à 50 ans, loger, c'était plutôt le logement
de masse. Aujourd'hui, on pourrait dire qu'il faut trouver du logement en masse. C'est pas pour la masse, mais en masse. Il faut beaucoup construire, mais pour des gens qui ont des attentes extrêmement différentes. Donc je pense qu'ici, on arrive à montrer qu'on peut construire une forme très présente dans la ville, très massive, présente, urbaine, mais qui en même temps déploie des qualités architecturales ou des qualités habitantes très 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 différentes qui permettent de donner le choix, parce que je pense qu'aujourd'hui on est dans une société du choix, on a envie tous d'avoir le choix, même si nos moyens sont limités, mais que malgré, quels que soient les moyens que l'on a, on aimerait avoir le choix, y compris dans la manière d'habiter. Et donc cette modernité, je pense qu'elle est... Si on parle de patrimoine et de durable, cette architecture moderne, elle a encore un avenir dès lors qu'on l'adapte et qu'on la rend un peu plus sur mesure, un peu plus une architecture pour le choix, une architecture qui répond au nouveau contexte évidemment environnemental, question du climat, la question de l'énergie, etc. Et juste comme dernière image, là vous voyez juste la forme et puis le déplié des façades. C'est-à-dire que ce travail qu'on a fait sur les vues, sur le rapport à l'extérieur, sur le rapport à la grande échelle, au grand territoire, nous permettait aussi de mettre en place, en articulation d'ailleurs avec nos ingénieurs énergéticiens et HQE, qui nous permettaient de définir des ouvertures de baies, des performances de façade, et de faire coïncider d'une certaine manière les qualités d'habiter ou les qualités habitantes avec des qualités énergétiques et des réponses techniques pour capter le chaud, capter la lumière, être plus envoyer le frais, etc. etc. Je vous remercie.